Bonjour à tous et à tous. On va attendre quelques minutes que tout le monde puisse se connecter. Alors n'hésitez pas pendant le long de ce webinaire à écrire des questions dans l'onglet questions à destination, voilà, on pourra y répondre au fur et à mesure du déroulement en fait de nos différentes slides. Je vais peut-être vous laisser vous présenter. Donc, je vais prendre la main. Donc, bonjour, je suis Sophie Le Breton, donc je suis responsable territoriale chez Catalyst Conseil et je suis en charge des partenariats et de la promotion du conseil en évolution professionnelle pour un groupement qui s'appelle le Groupement Évolution. Donc, moi, je suis en charge de ces partenariats sur la région Bretagne. Et dans le cadre de notre activité, le Groupement Évolution étant en charge du conseil en évolution sur 6 régions en France, puisque nous avons la Bretagne, la Normandie, les Pays de Loire, les Hauts-de-France, l'Île-de-France et Centre-Val de Loire, puisque c'est un dispositif national. Dans le cadre de notre mission du Conseil en évolution conseil, on accompagne des salariés, des travailleurs indépendants dans la construction et la validation de leurs projets. Et on organise dans ce cadre aussi des webinaires qu'on appelle Focus Métier, ce qui est le cas aujourd'hui, afin de donner de la visibilité sur les secteurs porteurs, de faire effectivement un petit focus sur les métiers dans ces secteurs porteurs. Et on fait appel à nos partenaires pour pouvoir justement présenter et donner des éléments sur ce secteur, des compétences requises, les besoins des employeurs, afin de préciser aussi comment on peut accéder en tant que salarié à ces métiers. Donc aujourd'hui, on vous propose de voir un focus métier sur les métiers de la santé et on a invité l'OPCO Santé en tant que partenaire pour présenter ce focus et c'est Caroline Villerbu qui va vous intervenir sur environ une trentaine de minutes avec, à l'issue de cette présentation, un jeu de questions-réponses qui sera effectivement pour vous possible en posant vos questions directement dans l'onglet questions. Et on y répondra avant que je reprenne moi la main pour vous présenter ce qu'est le dispositif du conseil en évolution professionnelle et comment il peut vous aider effectivement dans vos questions autour de l'évolution. Je laisse la parole à Caroline. Donc, bonjour à tous, je me présente, Caroline Villerbu, conseillère en gestion des parcours professionnels à l'OPCO Santé. Et aujourd'hui, donc à la demande du groupement Évolution, nous avons le plaisir de pouvoir vous proposer un panorama des métiers en tension, notamment sur les métiers de la santé. Donc, on va faire un focus un peu plus précis sur certains métiers qui recrutent, parce que le secteur de la santé, il faut savoir qu'il y a une multitude de métiers, mais il y a surtout des métiers en tension avec des forts besoins sur certains professionnels. Donc, je pense qu'on va pouvoir commencer à dérouler le diaporama, sauf si Morgane avait quelque chose à ajouter sur le… Non, on y va. Non, sur le déroulé. Alors, ce que je vous propose de voir avec la petite demi-heure que nous avons ensemble, c'est la présentation de l'OPCO Santé pour que vous puissiez aussi voir qui on est dans le paysage, puisque les OPCO, ce sont des acteurs de la formation, mais qui ne sont pas forcément connus de tous et de toutes, mais qui ont un rôle important à jouer sur tout ce qui est enjeu formation, notamment dans les entreprises. Donc, moi, je vais plutôt vous parler des entreprises de la santé, mais il faut savoir que les OPCO existent pour tout type d'entreprise et pour tout type de secteur. Ensuite, on verra les filières et emplois du secteur pour que vous puissiez avoir un aperçu de comment on peut rentrer dans ces métiers de la santé, quels sont les attendus, et puis avoir un panorama global, alors ce ne sera pas exhaustif, mais un panorama global des différents emplois du secteur, et vous allez voir que c'est varié et qu'il y a largement le choix pour trouver son bonheur. Et enfin, on fera un focus sur les métiers en tension et particulièrement 4 métiers. Et ensuite, je prendrai le temps de répondre aux différentes questions s'il y en a par rapport à la présentation. Donc, sur l'OPCO Santé. Alors, un OPCO, c'est quoi? Un OPCO, c'est un opérateur de compétences. Donc, il faut savoir qu'on a eu une grosse réforme de la formation professionnelle en 2018 et avant de s'appeler OPCO, on s'appelait OPCA. Donc, on était un organisme paritaire collecteur agréé des fonds de la formation professionnelle. Donc, la réforme, je passe, on est passé de OPCA à OPCO. Donc, un OPCO, c'est un organisme agréé par l'État
qui regroupe des branches professionnelles. Donc, il y a des branches professionnelles qui se sont mises ensemble en fonction de leurs critères, de leur métier, des enjeux de la formation, pour pouvoir répondre aux enjeux de formation des différentes entreprises. Donc, finalement, un OPCO, ça va servir à quoi? Ça va appuyer techniquement les branches. On les verra juste après, hein, vous verrez de quoi est constitué l'OPCO. Ça va appuyer techniquement les branches sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et la certification. L'OPCO, il a un rôle très important à jouer pour assurer un service de proximité au bénéfice des entreprises. En fait, il y a une véritable analyse des besoins en formation dans les entreprises de manière générale. Et les entreprises, quand elles ont décidé de quelle formation elles ont besoin ou alors de quoi elles auraient besoin à l'avenir en fonction des mutations, des transformations des métiers, va faire appel à l'OPCO pour que l'OPCO l'accompagne dans tous les enjeux en besoin de formation. Donc, pour mettre en place une politique de formation, une politique d'emploi, pour regarder ce qu'il est possible de faire pour répondre aux mutations économiques et techniques du secteur d'activité, tout simplement. Un des grands enjeux des opérateurs, c'est aussi le financement des contrats de professionnalisation et d'apprentissage. Donc ça, vous en avez peut-être entendu parler dans les médias, parce que c'est une grosse volonté du gouvernement de développer notamment l'apprentissage. Et l'apprentissage sur beaucoup de métiers. Donc, l'OPCO, il intervient dans quoi? Il va définir les coûts contrats d'apprentissage, les conditions de prise en charge des branches et comment on va les financer. Et enfin, une des dernières missions, mais pas la moindre, c'est d'accompagner les tout petites et moyennes entreprises, ceux que nous, on définit par les entreprises de moins de 50 salariés. Donc ça, je dirais que ce sont les missions, les grosses missions des opérateurs de compétences. Et nous, on va intervenir sur différents secteurs, dans le secteur de l'hospitalisation privée, le secteur des services de santé au travail interentreprise, le thermalisme et notre secteur, on va dire, d'origine, qui est le secteur associatif, sanitaire, social et médico-social. Ce qui fait que sur le territoire français, finalement, l'OPCO, lui, il représente 11 000 entreprises, associations de tous ces secteurs-là qui emploient plus d'1 million de salariés aujourd'hui. Si on fait un focus sur la Bretagne, puisque là, c'est sur la représentation en France, mais en Bretagne, on a une très forte présence du sanitaire, nous, dans notre région, puisqu'on a à peu près 49 000 salariés qui travaillent dans notre secteur, avec 38% dans le secteur sanitaire. Alors, quand je dis sanitaire, on va penser à l'hospitalisation, aux cliniques, aux EHPAD. Bien évidemment, si on prend le champ de la santé plus large, vous allez le voir tout à l'heure, il n'y a pas que les cliniques, les hôpitaux, les EHPAD. Il y a aussi d'autres acteurs. Sur ces 49 000 salariés, ils sont répartis dans à peu près 390 ou les 400 structures. Alors, quand je dis structures, ce sont des associations qui vont regrouper plusieurs établissements. Donc, on a à peu près 400 structures avec 1154 établissements. Et on a en Bretagne, alors ça dépend des régions, mais sur la Bretagne, on a beaucoup de structures de moins de 50 salariés. D'où l'accompagnement de ces structures-là aussi dans leurs enjeux. Ce qu'il faut savoir avant de passer sur la présentation des filières et métiers du secteur, c'est que l'OPCO, lui, il interagit avec les entreprises exclusivement. Donc, dans les anciennes missions que l'on pouvait avoir avant la réforme de la formation professionnelle, on avait une mission d'accompagnement des salariés. On finançait des formations pour les salariés, notamment par le biais du congé individuel de formation pour ceux qui connaissaient. Et puis, on avait aussi une mission d'information et d'accompagnement. Avec la réforme de 2018, tout ça a été bouleversé et changé. Donc maintenant, c'est bien le conseiller en évolution professionnelle qui n'est plus dans les OPCO qui va accompagner les salariés. Et puis, c'est encore un autre organisme de formation qui s'appelle Transition Pro qui va aussi intervenir pour financer des formations. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces structures-là. Donc, Madame Le Breton parlera tout à l'heure du conseil en évolution professionnelle. Mais il faut savoir que ça a changé. Pourquoi? Parce que nos interlocuteurs à l'OPCO, ce sont bien les entreprises. Les interlocuteurs salariés, c'est bien le conseil en évolution professionnelle. Je préfère le préciser parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément évident qu'on soit salarié, demandeur d'emploi, en recherche d'emploi, en recherche de formation, de savoir à qui s'adresser. Donc, si vous êtes dans cette situation, c'est le conseil en évolution professionnelle. Si vous êtes une entreprise, c'est l'OPCO. Sur les filières et emplois du secteur. Donc, en fait, la première question à se poser, si on a envie d'arriver dans notre secteur, c'est de se dire, pourquoi je pourrais y aller? Et finalement, on a essayé de vous mettre ce qui peut-être vous donnerait envie de venir
C'est-à-dire que dans le secteur du champ de la santé, on a le choix entre multitude de métiers. Alors, j'ai mis différents métiers, mais c'est multitude de métiers en fonction des centres d'intérêt qu'on peut avoir et du niveau de diplôme. C'est-à-dire qu'on peut se dire qu'en arrivant dans ce secteur, on va pouvoir intervenir sur plusieurs champs. Le soin, l'accompagnement, l'aide. Alors, c'est vrai qu'aussi, il faut que ce soit quelque chose que l'on a en soi dans son caractère, c'est d'avoir envie d'aider les autres, au sens large aussi. On va travailler avec tout public. Si on a envie de travailler avec les bébés, pas de souci. Si on a envie de travailler avec les personnes âgées, pas de souci. Et entre tout ça, on va retrouver finalement toutes les différentes classes d'âge qu'on va avoir, du tout petit, l'enfant, l'adolescent, l'adulte, la personne âgée, la personne dépendante. On peut commencer sa formation à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on peut très bien rentrer dans le champ de la santé sans diplôme. On est peut-être sorti du système scolaire sans diplôme, on a peut-être eu envie de travailler, parfois c'est plus compliqué dans notre secteur, on peut parfois, sur certains métiers, arriver avec le bagage qu'on a, mais sans avoir obtenu un diplôme en sortant du système scolaire. Et puis, on peut arriver sans diplôme, mais on peut progresser. C'est-à-dire que peut-être on est arrivé sans rien, mais tout au long de sa carrière, on va pouvoir évoluer et peut-être acquérir un diplôme. Et pourquoi pas arriver, évoluer et aller sur des métiers qui vont être des métiers en encadrement, ce qui n'était pas forcément le cas au début. Et peut-être aussi, on va arriver directement sur des métiers d'encadrement. En fait, on peut arriver à tout niveau, toute formation et avec tout public. Si je vous donne un petit panorama des filières et métiers du secteur, alors, ce n'est pas exhaustif, il n'y a pas que ces métiers-là. Bien évidemment, je ne peux pas tout mettre. Par contre, il faut savoir que ce sont quand même les métiers qui représentent le cœur de métier du secteur de la santé. Donc, on va retrouver la filière de soins, la filière éducative et sociale et les fonctions support. Alors, les fonctions support, on les retrouve dans toute entreprise, bien évidemment, surtout dans les services d'administration et gestion et direction. Pour ce qui concerne les services et moyens généraux, là, les métiers qui sont indiqués sont vraiment propres à notre secteur. Et si je prends le surveillant de nuit tout à l'heure, il va vous être décrit, c'est-à-dire que je vais vous expliquer ce que fait un surveillant de nuit, je vais vous expliquer ce que fait un agent de service. Dans la filière éducative, on va trouver tout ce qui est travail protégé. Alors là, on va penser plutôt aux ESAT, anciens CAT, pour ceux qui connaissent peut-être les dénominations plus anciennes, mais on va plutôt trouver les ESAT. Dans l'enseignement et la formation, on va trouver tous les entreprises spécialisées dans l'accompagnement, notamment des enfants ou adolescents avec peut-être des problèmes, si je prends un exemple, de surdité. Mais pas que, on va avoir tous les IME aussi qu'on va retrouver là. Et dans l'éducatif social et insertion, on va retrouver tout ce qui est éducateurs spécialisés, conseillers en économie sociale et familiale, les accompagnants éducatifs et sociaux dont je vous parlerai tout à l'heure. Si on passe au médical, alors le médical en général, ça parle beaucoup plus à tout le monde. On va retrouver les médecins, on va retrouver tout ce qui est paramédical avec les ergothérapeutes, les kinés, les orthophonistes, etc. Et tout ce qui est soins avec les ambulanciers, les agents de service dont je vous parlerai, l'aide-soignant aussi, les auxiliaires de cœur et les infirmiers. Donc, en fait, c'était pour vous donner aussi une idée de la multitude de métiers que l'on peut avoir, sachant que, je le répète, on ne peut pas tout mettre. Ceci dit, on peut largement y trouver son bonheur. Si on passe au métier en tension, on vous a indiqué une liste des métiers en tension sur le secteur. Donc, il faut savoir que les branches professionnelles, donc les branches qui sont constituées, comme je vous ai dit tout à l'heure, de l'hospitalisation privée, des services de santé au travail, du secteur sanitaire, social, médico-social et du thermalisme, tous les ans vont établir une liste des métiers sur lesquels il y a des forts besoins de recrutement. Et nous, à partir de cette liste-là, à l'OPCO, on va engager des actions avec les entreprises en fonction de leurs besoins. Donc, sur la liste des métiers en tension que l'on a, on va retrouver, si vous pouvez juste passer, voilà, merci, on va retrouver en bleu les métiers dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors, l'aide-soignant, il faut savoir que l'aide-soignant, on est en pénurie sur certains territoires et notamment sur certains départements bretons. L'accompagnant éducatif et social, je vais vous en parler. Alors, donc, il y a aussi l'auxiliaire de vie sociale, le surveillant de nuit, dont je vais vous parler, la maîtresse de maison, les ouvriers, agents des services hospitaliers, les agents de services logistiques. Et ensuite, en rose, bon, malheureusement, il me faudrait toute une après-midi pour pouvoir vous parler de tous les métiers en tension. Donc, on a fait un choix de faire un focus sur ces 4 métiers-là, mais bien évidemment, il n'y a pas que cela. On va retrouver aussi des forts besoins sur les employés d'accueil et les agents techniciens administratifs, les animateurs, les moniteurs d'atelier, qu'on va retrouver plutôt dans les ESAT.
Ensuite, juste, si vous pouvez passer, nous allons avoir les cuisiniers, puisque nous avons beaucoup d'établissements qui accueillent du public, qui restent dormir sur place et pour lesquels on a des forts besoins aussi en cuisinier, des secrétaires médicales et médico-sociales. Pour les services de santé au travail interentreprises, on va avoir besoin de conducteurs de centres mobiles et on va avoir besoin de chauffeurs, excusez-moi, il y a une faute, des chauffeurs de collecte des établissements français du sang. Au thermalisme, on va trouver les agents thermales. Donc là, c'est vrai qu'en Bretagne, il me semble qu'on n'a que 3 établissements, c'est pas très représentatif sur notre région. Ceci dit, il faut savoir que c'est quand même un secteur qui recrute et qui, avec la crise sanitaire, a connu un nouvel engouement avec des nouveaux développements. Et puis, on va retrouver enfin des métiers qui sont impactés par les évolutions numériques. Donc, vous savez, hein, les évolutions numériques font que dans le paysage, tout ce qui est informatique, technique, va changer et va continuer à changer pour pouvoir répondre à tous les besoins. Alors là, je ne parle pas forcément des besoins en formation, hein. Ça peut être sur l'accompagnement des patients, ça peut être sur la gestion des ressources humaines, ça peut être sur plusieurs domaines. Et ces métiers-là sont impactés notamment sur les premiers niveaux de qualification et notamment sur le technicien informatique et administrateur réseau. Les fonctions support telles que les assistants administratifs qui vont peut-être avoir besoin de formation complémentaire ou alors de recrutement supplémentaire par rapport à des nouveaux logiciels qui demandent des techniques particulières. Et on va retrouver tous les métiers de la filière éducative et du soin dont les activités nécessitent l'utilisation d'outils numériques dans le cadre de la prise en charge des personnes accompagnées. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos métiers, tout est de plus en plus informatisé pour pouvoir suivre les personnes que l'on accompagne. Et même si nous, on se prend dans la vie de tous les jours, on peut constater que c'est le cas dans tout ce qui est administratif, mais nous concernant, hein, que ce soit les impôts, que ce soit la sécurité sociale, que ce soit la médecine. En fait, on se rend compte que toutes les évolutions numériques ont un fort impact sur nos vies, oui, mais aussi sur les professionnels. Et donc, il va y avoir des besoins sur ces métiers-là. On en parle un petit peu moins, c'est vrai, que par rapport aux aides-soignants, que par rapport aux infirmiers, que par rapport aux accompagnants éducatifs et sociaux. Ceci dit, il ne faut pas oublier que tout ce qui est numérique a un fort impact pour les professionnels et dans la vie de tous les jours. Si je me concentre maintenant sur les métiers dont je voulais vous parler. Le premier métier que l'on va avoir, c'est l'agent de service. Alors, l'agent de service, il faut savoir qu'il a plusieurs appellations dans notre secteur. On va trouver l'agent de service hospitalier, peut-être plus dans les cliniques et les hôpitaux, l'agent de service hôtelier, l'agent de service logistique, l'agent de ménage, l'ouvrier qualifié. Tout ça, finalement, va s'englober dans le métier que nous, on appelle agent de service. Mais il faut bien se dire que là, tel que je vous le présente, c'est l'agent de service qui va intervenir dans le domaine de la santé pour se consacrer principalement à l'entretien, à la désinfection et au nettoyage des chambres des patients, des salles d'opération et des parties communes. En fonction du lieu où il va travailler, il aura peut-être d'autres missions que le simple nettoyage et désinfection des locaux, puisque lui aussi, finalement, on va dire que dans son métier de tous les jours, il doit faire en sorte de rendre le séjour des malades et des patients le plus confortable et le plus agréable possible. Donc, oui, il va y avoir l'entretien, la désinfection des locaux, mais il peut y avoir aussi d'autres missions qui sont confiées. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'agent de service, il n'y a pas de diplôme particulier. Alors, jusqu'à peu, excusez-moi, je vais me reprendre, c'est jusqu'à peu, il n'y avait pas de diplôme particulier pour pouvoir exercer en tant qu'agent de service. Depuis cette année, nous avons un titre professionnel qui existe d'agent de service médico-social. Ce titre professionnel, l'avantage, c'est qu'il va permettre de donner un premier diplôme à la personne qui souhaiterait exercer ce métier. Qui dit premier diplôme dit aussi une évolution peut-être plus simple par la suite s'il a envie d'évoluer. Si on n'a pas de diplôme et qu'on souhaite exercer ce métier, c'est plus facile d'y accéder. Si on a un BEP, un bac pro ou un CAP. Alors un CAP, ça va être hygiène, par exemple, hygiène et propreté des locaux. Un BEP, ça peut être carrière sanitaire et sociale. Un bac pro, c'est accompagnement et service aux personnes. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas ces formations-là qu'on ne peut pas accéder au métier. Non. Si on parle de qualité, alors je ne l'ai pas indiqué, par contre, ça paraît évident, mais c'est mieux quand on le dit, c'est qu'il faut quand même avoir une bonne condition physique
Parce que pourquoi? Parce que l'entretien, la désinfection des locaux, c'est un métier où on bouge. C'est un métier où on est debout, c'est un métier où on marche. On a des métiers qui sont purement administratifs, où on est peut-être derrière un bureau toute la journée. Dans le champ de la santé, on a énormément de métiers actifs. Et c'est vrai qu'avoir une bonne condition physique, c'est important. Mais aussi la patience, le dynamisme, le goût du dialogue, l'ouverture aux autres, le sens de l'écoute, l'autonomie, la polyvalence. Pourquoi toutes ces qualités? Parce que l'agent de service, il va rencontrer aussi bien des patients qu'échanger avec une équipe professionnelle. Donc, il faut qu'il puisse aussi prendre le temps d'eux et avoir une certaine autonomie, une certaine polyvalence dans ses missions. Si on parle rémunération, donc il faut savoir qu'un agent de service, lui, au départ, il va toucher entre 1580 à peu près euros bruts par mois à 1700 euros bruts par mois au cours de sa carrière. Les chiffres que je vous donne de rémunération, attention, c'est en fonction des secteurs. Quand je dis secteur, c'est privé ou public, ils peuvent varier. L'agent de service peut être amené à travailler de nuit. Bien évidemment, si on travaille de nuit, on est majoré. Donc là, il y a une majoration de 10%. Et c'est pareil, c'est en fonction des conventions collectives que le salaire va bouger. Dans les grosses associations, on peut avoir des chefs d'équipe d'agents de service. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'agents de service et un agent de service a évolué sur le métier de chef d'équipe de ces agents-là. Et là, le salaire sera un petit peu plus élevé puisqu'il peut aller jusqu'à 1900 euros bruts par mois. Sur les perspectives d'évolution, en général, l'agent de service va plutôt aller s'orienter, alors c'est ce que l'on voit dans le secteur, mais il ne faut pas prendre ça, pas que, bien évidemment, sur le métier d'aide-soignant. Pourquoi? Parce qu'à force de voir l'aide-soignant travailler, il va peut-être commencer à partager certaines compétences avec cet aide-soignant et avoir envie d'évoluer vers ce métier-là, dont je vous parlerai juste après. Sur le financement de la formation, donc je vous dis, il n'y a pas de diplôme. On peut arriver très bien en tant qu'agent de service sans avoir de diplôme. Ceci dit, si vous souhaitez acquérir le titre professionnel d'agent de service médico-social, il faut savoir qu'il est possible de se faire financer une formation. Et là, pour chaque métier, à chaque fois, je vais vous parler de financement de formation sans rentrer dans le détail des dispositifs. Pourquoi? Parce que finalement, si vous êtes intéressé, moi, je vous renverrai vers le conseiller en évolution professionnelle qui, en fonction de votre parcours, va étudier avec vous. Si oui, c'est bien le métier qui vous correspondrait. Et si oui, comment y arriver? Et si oui, quel financement mobiliser pour pouvoir y arriver? Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez votre compte personnel de formation. Vous avez les projets de transition professionnelle. Alors, pour ceux qui connaissaient, c'est ce qui a remplacé le congé individuel de formation. Et si vous êtes déjà dans une entreprise et que vous souhaitez acquérir ce titre professionnel, eh bien, vous pouvez aussi demander à votre employeur le financement de cette formation via le plan de formation de l'entreprise. Pour chaque présentation de métier, une petite précision, c'est que j'ai mis un témoignage, alors un lien vers un témoignage si vous voulez aussi voir un témoignage d'un agent de service pour connaître son quotidien. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur l'agent de service. On va pouvoir passer à l'aide-soignant. Donc, on peut imaginer qu'un agent de service a évolué vers le métier d'aide-soignant. Donc, le métier d'aide-soignant, lui, également évolue. Alors, il va évoluer à partir de l'année prochaine. C'est-à-dire que tous ceux qui vont rentrer en formation d'aide-soignant cette année vont ressortir l'année prochaine avec des compétences supplémentaires par rapport à ce qui était demandé aux aides-soignants jusqu'à présent. En fait, l'aide-soignant, lui, il va accompagner l'infirmière dans ses tâches quotidiennes. Et bien évidemment, il apporte aux patients les soins et l'intention dont ils ont besoin. Il va contribuer au bien-être des malades, les accompagner dans les gestes de la vie quotidienne en aidant au maintien de leur autonomie. Dans les nouvelles missions qui sont confiées à l'aide-soignant, il est précisé que ce n'est plus qu'un simple exécutant, mais qu'il va bien participer aux soins apportés aux patients. Donc, il faut savoir que cette formation-là d'aide-soignant pourrait avoir accès, puisqu'on ne peut pas être aide-soignant si on n'a pas de diplôme d'État. Elle est passée de 10 mois à 12 mois. Donc, elle a été renforcée, justement pour permettre cette évolution, ce qui fait qu'un aide-soignant aujourd'hui, alors quand je dis aujourd'hui, qui rentrerait en formation aujourd'hui, sortira en 2022 avec un diplôme de niveau 4. Un diplôme de niveau 4, c'est un diplôme de niveau bac. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure pour l'agent de service, mais celui qui va passer un titre professionnel d'agent de service médico-social sortira avec un diplôme de niveau 3. Le niveau 3, c'est BEP, CAP, pour vous donner une petite idée, parce qu'il y a eu un changement aussi sur la classification des diplômes. Donc, l'aide-soignant, comment il va faire, lui,
l'agent de service qui veut devenir aide-soignant, comment il va faire? Eh bien, il faut qu'il soit âgé au moins de 17 ans pour pouvoir prétendre à rentrer en formation. Ensuite, avant, on avait une sélection classique qui était un écrit, un oral. Aujourd'hui, ça a changé. C'est-à-dire qu'en amont, vous allez demander à une école, c'est-à-dire un IFAS, un dossier. Ce dossier, vous allez le compléter en mettant vos motivations, pourquoi vous voulez être aide-soignant. Et si votre dossier est retenu, vous allez avoir un entretien. Et suite à l'entretien, vous êtes sélectionné ou non pour l'entrée en formation. Si vous êtes déjà titulaire d'un certain nombre de diplômes, par exemple, vous êtes ambulancier, vous êtes auxiliaire de puériculture, vous avez le titre professionnel d'agent de service médico-social, vous êtes assistante bio-famille et il y en a encore d'autres, vous allez avoir des allègements sur la formation. Il faut le savoir, c'est-à-dire qu'il y a des troncs communs entre certaines formations qui font que vous n'aurez pas tout le cycle à suivre. L'aide-soignant, lui, il faut qu'il soit, on va dire, dans ses qualités, qu'il ait une bonne résistance physique et psychologique. Physique et psychologique parce que les situations, et en fonction du lieu où vous travaillez, les situations vécues ne sont pas toujours simples. Donc, il vaut mieux avoir cette bonne résistance-là pour pouvoir faire ce métier dans les meilleures conditions possibles. Il faut être disponible, avoir un intérêt pour l'accompagnement et l'aide à la personne en situation de vulnérabilité et avoir de bonnes capacités en communication. Parce qu'en fonction du secteur, si vous êtes dans un secteur où vous accompagnez des personnes qui ont un handicap, dans ces capacités de communication, c'est aussi être en capacité de se mettre en relation avec la personne. Si on parle salaire, donc sur les aides-soignants, le salaire également a été revu dernièrement. Donc l'aide-soignant, en fonction du secteur, privé ou public, bien évidemment, ça peut changer. Mais c'est environ 1600 à 1700 euros bruts par mois, jusqu'à 2500 à peu près euros bruts. La même manière que pour l'agent de service, s'il travaille de nuit, il va être majoré et le salaire va varier, privé, public et en fonction des conventions collectives. Les perspectives d'évolution, eh bien, je dirais qu'il y en a plusieurs. Soit on a envie d'évoluer, alors verticalement, c'est on a envie d'avoir un diplôme de niveau supérieur. Et dans ces cas-là, on va peut-être s'orienter vers la formation d'infirmière. Donc là, on va plutôt parler de parcours classique, agent de service, aide-soignant, infirmier. Et si on continue, on pourrait dire cadre de santé. Ça, ce sont des parcours classiques de formation et de personnes et qui existent dans la réalité. Mais on peut avoir aussi envie d'évoluer et d'avoir des doubles compétences. Des doubles compétences, c'est par exemple, c'est ce qu'on a dans le secteur des maisons de retraite et des EHPAD. Avoir la double compétence aide-soignant, accompagnant, éducatif et social, ça permet et d'allier le soin et d'allier l'animation. Donc, je vais vous en parler juste derrière. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a certains territoires en Bretagne où on manque cruellement d'aides-soignants. Donc, l'avantage de ce métier, c'est que finalement, si vous vous engagez dans cette voie, c'est vous qui allez décider où vous avez envie de travailler. Il y a de tels besoins que vous pouvez très bien vous dire, je vais commencer en hôpital, puis je vais aller en EHPAD, puis je vais aller en foyer de vie, etc., etc. Aujourd'hui, on a un tel besoin d'aide-soignants que c'est quelque part le salarié, une fois qu'il est diplômé, enfin la personne, une fois qu'elle est diplômée, qui va choisir avec qui elle a envie de travailler. Et quelque part, c'est une vraie chance parce que ça n'existe pas sur tous les métiers. Si on est éducateur, par exemple, éducateur spécialisé, on va trouver du travail, mais on ne va pas se dire « Ah bah demain, je vais aller travailler là, après-demain, je vais aller là, et après-demain, je vais rechanger. » Alors qu'être soignant, c'est une véritable possibilité, et c'est le retour aussi qu'on a des employeurs de notre secteur qui souhaiteraient garder des aides-soignants, mais qui ont envie de bouger et qui peuvent bouger très facilement. Donc, c'est un secteur d'embauche qui est en constante progression, et notamment en raison du vieillissement de la population. Donc, il n'y a aucune menace sur l'avenir de ce métier. On en a besoin aujourd'hui, on en aura besoin demain. Si on prend l'accompagnant éducatif et social. Donc, l'accompagnant éducatif et social, lui, il va intervenir au quotidien et auprès des personnes âgées, fragilisées, handicapées, dans les actes de la vie de tous les jours, les loisirs, la scolarité ou la vie sociale. L'accompagnant éducatif et social, alors la formation, je vais faire pas trop tout à fait dans le même sens, mais l'information, il faut savoir que c'est une fusion de deux anciens diplômes. C'est la fusion des aides médico-psychologiques qu'on peut encore avoir dans certains établissements et des auxiliaires de vie sociale. Pourquoi ils ont été fusionnés, ces deux diplômes-là? Parce qu'ils avaient un tronc commun.
et que finalement, il a été décidé qu'en fusionnant et en donnant une nouvelle dénomination avec accompagnant éducatif et social, on allait pouvoir avoir le tronc commun pour tout le monde et dégager de son tronc commun 3 spécialités. Donc, l'avantage de l'accompagnant éducatif et social, c'est qu'il va pouvoir choisir la spécialité dans laquelle il veut être. Donc, on a la spécialité de l'accompagnement à domicile, de la vie à domicile. Donc là, on va plutôt trouver les accompagnants éducatifs et sociaux qui vont participer au maintien à domicile des personnes âgées et handicapées et qui va être en relation avec les familles et les aidants naturels. Alors, les aidants naturels, ce sont les voisins, les amis de la personne qui vont être accompagnés tout simplement. On va avoir comme deuxième spécialité l'accompagnement de la vie en structure collective. Donc là, l'accompagnant éducatif et social, lui, va être salarié d'une structure et il va intervenir dans une structure. Il va participer au projet personnalisé de l'usager en fonction des envies de la personne et de son handicap pour améliorer la qualité de vie de la personne. Et là, il va pouvoir partager son travail avec une équipe pluriprofessionnelle et véhiculer les valeurs du projet d'établissement, bien évidemment. Et enfin, en dernière spécialité, on va trouver l'accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire. Et là, on va s'orienter pour travailler auprès d'enfants et d'adolescents en situation de handicap. Donc, il va y avoir tout le champ scolaire, bien évidemment, mais pas que. Pas que, pourquoi? Parce qu'il faut inclure aussi tout ce qui est éducatif et qui va participer à l'éducation d'un enfant dans les loisirs, la vie culturelle et l'accompagnement à tous ces facteurs-là. Donc finalement, l'accompagnant éducatif et social, lui, il a l'avantage de choisir une des 3 spécialités quand il va se former, mais quand il va vouloir évoluer, eh ben, il peut évoluer en choisissant une autre spécialité également. Hein. Certains AES, comme on les appelle chez nous, vont avoir obtenu finalement les 3 spécialités à la fin de leur carrière. Et ils ont pu exercer sur 3 secteurs différents, donc à domicile, en structure, auprès d'enfants et d'adolescents, pardon. Pour avoir accès à cette formation, donc c'est un diplôme d'État, on ne peut pas exercer si on n'a pas le diplôme d'État. Il faut réussir les épreuves de sélection. Donc là, c'est classique, hein, c'est des épreuves écrites et des épreuves orales, c'est un concours. L'épreuve orale, c'est un peu comme l'aide-soignant finalement, c'est un entretien qui va permettre d'évaluer les connaissances sanitaires et sociales, les motivations et les connaissances du métier. De la même manière, quand on est aide-soignant, on a des allègements en cours de formation si on est aide-soignant, si on est auxiliaire de puériculture, si on est auxiliaire de vie sociale, si on est assistant de vie aux familles. Sur ces métiers-là, les qualités, c'est la discrétion, le tact, le dynamisme, la patience, l'ouverture, être attentif, avoir une bonne condition physique. Finalement, vous allez vous rendre compte que les qualités d'un métier sont applicables sur les qualités d'un autre métier. Et pourquoi? Parce que c'est le secteur qui veut ça. Dès qu'on est dans l'accompagnement et l'aide à la personne, on va retrouver les mêmes qualités pour pouvoir exercer ce métier dans les meilleures conditions possibles. Sur les perspectives d'évolution, donc là, soit avoir une double compétence, donc être soignant, accompagnant, éducatif et sociaux. Ça, on va les retrouver beaucoup dans les EHPAD et les maisons de retraite, je vous l'ai déjà dit. Mais peut-être qu'on a envie aussi d'être auxiliaire de PR, qu'on a envie d'être assistant de vie aux familles. Donc là, on va se retrouver dans le même niveau de diplôme. Puisqu'en obtenant le diplôme, on a un diplôme de niveau 3, donc CAP, BEP. Mais on peut avoir envie d'évoluer aussi vers le diplôme d'État de technicien en insertion sociale et familiale, qui est un diplôme supérieur, puisque là, c'est un diplôme de niveau 4, de niveau bac. Sur la rémunération, donc pour les accompagnants éducatifs et sociaux, le salaire va aller de 1 600 € brut à 2 150 € brut. Toujours pareil, si vous êtes amené à travailler de nuit, et c'est le cas, ça peut être le cas dans les EHPAD, il y aura une majoration de 10%. Et là, pour le coup, ça va dépendre également de la convention collective. Donc, les AES, on les retrouve exclusivement dans les structures sanitaires, sociales et médico-sociales. On ne va pas les retrouver dans l'hospitalisation privée, ni dans le secteur de la santé au travail, ni dans le thermalisme. Pour se former, alors pour être soignant, accompagnant éducatif et social, pour le financement de la formation, on va retrouver le compte personnel de formation, on va retrouver le projet de transition professionnelle, on va avoir le contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage, la VAE, la validation des acquis de l'expérience, des aides du conseil régional en fonction de la situation. Par exemple, si on est un demandeur d'emploi, il ne faut pas oublier que la région intervient beaucoup sur les formations sanitaires et sociales et
a des budgets pour ces formations-là. Donc, en fonction de l'âge, il faut avoir, en fonction de l'âge, si on a moins de 26 ans, il faut habiter en Bretagne pour pouvoir prétendre à cette formation en Bretagne. Et sinon, il faut être inscrit, si on a plus de 26 ans, il faut être inscrit à Pôle emploi. Pareil, je ne vais pas pouvoir vous détailler, parce que je n'aurai pas le temps, tous les dispositifs de financement, mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à solliciter le conseil en évolution professionnelle. Le dernier métier que je voulais aborder avec vous, c'est le métier de surveillant nuit. Alors, le surveillant de nuit, lui, il va intervenir, pareil, dans les structures sanitaires, sociales, médico-sociales principalement. Et il est chargé de garantir la sécurité des biens et des personnes la nuit, de pouvoir intervenir et gérer les situations d'urgence et de faire le relais, bien évidemment, avec les équipes de jour, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un vrai relais qui se fait pour la continuité de la prise en charge des personnes qui sont accueillies la nuit. Jusqu'à présent, pour pouvoir aller sur ce métier, il n'y avait pas de prérequis, il n'y avait pas de diplôme demandé en particulier, il y avait des admissions sur dossier et entretien. Donc, c'est toujours le cas, hein, c'est toujours une admission sur dossier et ou entretien. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis cette année, le surveillant de nuit, c'est un véritable diplôme qui existe, qui s'appelle le certificat de qualification professionnelle, CQP, qui permet d'obtenir un diplôme de niveau 3, donc un diplôme de niveau BEP, CAP. Auparavant, il existait une formation de surveillant de nuit qui était certifiante, mais qui n'était pas diplômante. Là, on a un véritable diplôme. Donc, de la même manière, parfois, c'est plus facile d'évoluer quand on a déjà un premier diplôme que quand on n'en a pas du tout. La personne qui va rentrer en formation, elle peut avoir des allègements selon son statut et selon son expérience. C'est-à-dire que si c'est une personne qui a déjà de l'expérience dans le secteur sanitaire, social et médico-social, il y a de fortes chances qu'elle ait un allègement sur la formation. Il y a des modules communs avec la formation de maîtresse de maison. Alors ça, je ne vais pas vous en parler, mais s'il y a des questions, je pourrais y répondre. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un tronc commun, tout simplement, entre ces deux formations-là. Pour pouvoir être surveillant de nuit, les qualités, je dirais qu'il faut être réactif, résistant. Résistant, pourquoi ? Parce que travailler la nuit a des conséquences peut avoir des conséquences, non pas forcément tout le temps, mais peut avoir des conséquences sur l'état physique et de santé de la personne. Donc, bien évidemment, quand on travaille de nuit, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour les entreprises pour vous accompagner sur ce travail de nuit. Ceci dit, il faut vraiment, quand on s'engage dans ce métier, se dire d'avoir une certaine résistance physique. Il faut être créateur de liens, c'est-à-dire qu'il faut disposer d'un fort sens du contact. Le travail de nuit, c'est un travail particulier, notamment dans le secteur où on est, parce que la nuit peut générer chez certaines personnes des angoisses, d'où la gestion nocturne des situations d'urgence. Et avoir cette capacité d'être créateur de liens, d'être à l'écoute, d'être empathique, mais pas trop, de savoir communiquer, va permettre justement de gérer toutes ces situations d'urgence et de pouvoir occuper ce métier dans les meilleures conditions possibles. Si on parle du salaire, donc de la rémunération, on va être sur un salaire entre 1 400 et 1 800 euros bruts par mois. Donc, c'est la même chose, hein, ça dépend de l'établissement et de la convention collective dans laquelle vous travaillez. Alors là, je ne vais pas vous dire que c'est majoré de nuit, c'est l'est automatiquement puisque vous travaillez de nuit. Donc, c'est vrai que sur tous les autres métiers que je vous ai présentés, on a une majoration de 10% du travail de nuit. Bah là, il y a une majoration automatique puisque vous n'êtes que de la nuit. Les perspectives d'évolution les plus connues à ce jour sur les surveillants nuit, c'est d'évoluer vers les métiers de moniteur-éducateur ou de moniteur d'atelier. Hein, donc, par rapport au financement de la formation de surveillant de nuit, on va retrouver le compte personnel de formation, le projet de transition professionnelle ou le plan de formation de l'entreprise, tout simplement. Hein, il ne faut pas l'oublier. Il y a un financement dont je ne vous ai pas parlé qui est récent et qui s'appelle la PROA, qui est un financement qu'on peut demander à son employeur et qui est accordé par l'OPCO. Ceci dit, je ne rentrerai pas dans les détails, c'est pareil, c'est peut-être à étudier avec un conseiller en évolution professionnelle parce que ce dispositif-là est soumis à quand même beaucoup de critères pour pouvoir y entrer. De la même manière que pour les autres métiers, vous allez retrouver des témoignages avec les liens que j'ai pu indiquer, ce qui me permet de vous donner aussi une autre idée du métier que ce que je vous raconte, c'est-à-dire un vrai professionnel qui vous explique comment il y est arrivé, ce qu'il vit au quotidien, ce qui lui plaît, peut-être ce qui lui plaît moins aussi. Voilà ce que je voulais vous dire cet après-midi sur les métiers de la santé. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais s'il y en a, je vais essayer d'y répondre.
Alors, on a une question, mais peut-être un peu déconnectée. C'est bonjour, j'effectue une immersion professionnelle en tant qu'agent de chambre mortuaire d'ici quelques semaines dans le service mortuaire d'un hôpital. Ai-je la possibilité, si celle-ci se passe bien, d'avoir la formation financée par le lieu de l'immersion, en sachant que cette formation n'est pas conventionnée et qu'il n'existe pas de contrat pro? Alors, je pense que la personne qui a mis cette question parle d'un stage style PMSMP, c'est-à-dire période de mise en situation au milieu professionnel. C'est vrai qu'un conseiller en évolution professionnelle qui accompagne quelqu'un peut lui permettre de découvrir un métier dans ce cadre-là. Donc, c'est une forme de stage, d'immersion, où on va découvrir le métier puis se dire oui, c'est un projet qui me correspond ou que ça ne me correspond pas du tout. Donc, a priori, non. Pourquoi? Parce que vous êtes en immersion, donc vous êtes en stage, vous n'êtes pas salarié de l'entreprise qui vous accompagne. Donc, pour vous faire financer cette formation-là, moi, je vous renverrai vers un conseiller en évolution professionnelle pour étudier les autres pistes en fonction de votre statut. Est-ce que vous êtes salarié? Est-ce que vous êtes demandeur d'emploi? Est-ce que vous êtes… enfin, l'âge aussi peut jouer. Je n'entrerai pas dans le détail du contrat pro parce que je ne suis pas sûre que ce soit éligible. Mais là, pour le coup, non pour l'entreprise, a priori, si c'est un stage. Et oui, allez voir un conseiller en évolution professionnelle pour justement définir le dispositif le mieux adapté. Et une seule question, mais là, qui n'est pas en rapport, c'est est-ce que vous aurez la présentation suite au webinaire? Alors non, mais vous aurez accès au replay du webinaire. Je pense qu'on peut continuer avec la présentation du CEP, Sophie. Alors, je vais reprendre effectivement la parole à l'issue de cette présentation. Merci Caroline pour cette présentation. Donc, je vais vous parler effectivement du conseil en évolution professionnelle dont on a déjà fait référence effectivement au démarrage de ce webinaire, mais également dans la présentation de Caroline Villerbu sur les métiers et la nécessité de pouvoir solliciter effectivement le conseil en évolution professionnelle. Alors, comment ça marche? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le conseil en évolution professionnelle, il est accessible à tous. Par contre, en fonction de sa situation, les opérateurs peuvent être différents. Il existe effectivement des opérateurs spécifiques pour, par exemple, les personnes en situation, enfin, inscrites demandeurs d'emploi. On va avoir effectivement un opérateur qui est Pôle emploi. Pour les cadres, c'est plutôt l'APEC. Pour les jeunes, on est plutôt sur la mission locale. Et puis, pour les personnes en situation de handicap, dont la problématique de santé interfère dans le projet professionnel, c'est plutôt Cap emploi. Pour le reste, pour les salariés du secteur privé, les indépendants, les artisans, les professions libérales, le dispositif du conseil en évolution professionnelle est porté par des opérateurs régionaux. Il faut savoir que c'est un service d'accompagnement qui est personnalisé, gratuit pour tous, confidentiel, neutre, c'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes la personne qui sollicite et qui fait la démarche d'aller vers le conseil en évolution professionnelle. Et la personne, le conseiller en évolution professionnelle qui va vous accompagner, reste neutre par rapport à des choix. L'accessibilité, l'objectif étant de pouvoir être au plus près effectivement des personnes. Donc, géographiquement, il y a des sites effectivement pour pouvoir recevoir effectivement dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, et impartial effectivement, puisque nous n'avons pas apporté de décision ou de favoriser tel ou tel dispositif plus qu'un autre. Donc, on est vraiment sur un service d'accompagnement personnalisé qui vous permet effectivement de faire le point, de pouvoir échanger, avoir de l'information pour pouvoir et apporter en tout cas les réponses aux questions que vous vous posez concernant votre évolution professionnelle. Ce que je vous propose, c'est qu'effectivement, on voit effectivement ce que c'est que faire le point, comment ça fonctionne. Alors, on avait prévu une vidéo, mais au vu du temps, je pense qu'on peut directement aller sur les différents slides, comme ça on pourra répondre à des questions plus rapidement. Tout à fait. Donc, sur le dispositif du conseil en évolution professionnelle que porte le groupement évolution, hein, il est accessible effectivement pour les salariés du secteur privé, pour les travailleurs indépendants, pour les artisans et les professions libérales. Donc, ce sont effectivement les publics qui sont accompagnés par le groupement évolution pour les 6 régions dont on a parlé, pour les auto-entrepreneurs également,
pour les autres salariés, pour les autres personnes, en fonction de leur situation, il y a peut-être d'autres opérateurs spécifiques. Vous aurez la possibilité d'identifier effectivement, en fonction de votre statut, quel est l'opérateur qui peut effectivement vous accompagner dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Et pour ça, effectivement, vous aurez à consulter un site. On va vous peut-être pouvoir le mettre, Morgane, je ne sais pas l'adresse en ligne, mais c'est mon-cep.org et ça vous permettra, en fonction de la région et de votre statut, d'identifier l'opérateur que vous pouvez solliciter pour avoir cet accompagnement gratuit. Donc, cet accompagnement va vous permettre effectivement, on l'a dit, de faire le point, de pouvoir poser les choses, de pouvoir exprimer effectivement toutes les questions que vous pouvez avoir, qui peuvent être d'évoluer dans votre entreprise. Vous avez en souhait d'évoluer, vous ne savez pas trop comment prendre les choses, vous ne savez pas vers quoi. Le conseil en évolution professionnelle est là justement pour poser ces questions, poser un diagnostic en fonction de votre situation. Ça peut être aussi d'aller vers de la création de son activité ou de créer son entreprise, effectivement. On peut également avoir le souhait de changer de métier. On l'a vu par rapport à la présentation là sur ce focus métier des métiers de la santé, un souhait d'évoluer vers des métiers différents, d'un secteur d'activité ou d'entreprise différent, donc un besoin de changement, d'évolution, de reconversion. On peut aussi exprimer un besoin de se former, de pouvoir effectivement actualiser des compétences ou au contraire d'ouvrir vers d'autres compétences. Donc, savoir comment choisir la bonne formation, qu'est-ce qui m'est le plus adapté, comment je m'y retrouve. On l'a parlé du CPF. Effectivement, avec le CPF autonome, vous avez accès à la formation et au financement de la formation, mais pas toujours facile de se retrouver quand il faut choisir la formation qui correspond le mieux à votre besoin. Le conseil en évolution professionnelle est là justement pour vous aider à vous y retrouver et faire le point effectivement. Une formation, c'est bien, il faut savoir à quoi elle doit servir et je pense qu'il est parfois important de poser effectivement le projet et les compétences pour pouvoir identifier le besoin de formation que l'on souhaite effectivement financer. Donc, avec le conseil en évolution professionnelle, donc qui est un service, je répète, gratuit, ça permet avec votre conseiller de pouvoir construire votre projet de A à Z. On va aller aussi bien dans l'élaboration, la formalisation du projet, que de vous accompagner dans son plan d'action et de sa mise en œuvre derrière, et d'identifier surtout quels sont les dispositifs, les acteurs que vous pouvez mobiliser pour vous accompagner aussi tout au long de ce projet. Alors, comment prendre rendez-vous? Je l'ai dit tout à l'heure, pour prendre rendez-vous avec un conseiller pour pouvoir mobiliser le conseil en évolution professionnelle, il existe des numéros verts par rapport à votre région et vous retrouvez les informations aussi sur le site infocep.fr. Pour la région Bretagne, le numéro vert, c'est le 0800 940 033. Il vous suffit de composer ce numéro et vous aurez une conseillère, une chargé d'information qui vous répondra et qui pourra déjà vous donner un premier niveau d'information, mais qui vérifiera surtout votre éligibilité, c'est-à-dire est-ce que vous êtes bien vers le bon opérateur pour vous accompagner dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Et si c'est le cas, elle vous fixera effectivement un rendez-vous avec un conseiller en fonction de votre lieu d'habitation, ou en tout cas de votre choix par rapport à votre rendez-vous, sachant que les rendez-vous peuvent être soit en présentiel, soit en distanciel, c'est vous qui faites le choix. Et vous aurez aussi la possibilité, sur le site d'Infocep, de pouvoir prendre rendez-vous en ligne également. Donc voilà, on a remis la cartographie, donc infocep.fr, vous retrouvez effectivement pour nos 6 régions. Et je vous dis, vous avez aussi le site de mon-cep.org qui vous permet aussi d'avoir l'adresse et les coordonnées des autres opérateurs sur la région, sur la France. Alors, on parle d'accompagnement, on parle de qu'est-ce que c'est. Donc, les grandes étapes de l'accompagnement avec le conseiller en évolution professionnelle, lorsque vous prenez rendez-vous avec votre conseiller, la première étape, le premier contact que vous aurez,
c'est une étape où on va plutôt poser, analyser votre situation, votre projet, vos questions, vos envies, vos besoins, quelles sont les informations que vous avez besoin pour effectivement poser une situation de diagnostic partagé, on va dire ça comme ça, et identifier effectivement s'il y a nécessité ou pas, c'est vous qui faites le choix d'être accompagné et d'avoir une proposition d'accompagnement par rapport à votre projet professionnel. Si c'est le cas, on va enclencher effectivement une deuxième étape qui est l'accompagnement à la définition du projet, donc qui va s'articuler avec des temps effectivement d'échange, mais aussi un plan d'action qui sera défini sur un travail plutôt en autonomie. Donc, on va analyser effectivement votre situation, votre profil, vous informer sur les métiers, étudier la faisabilité de votre projet. On en a parlé rapidement tout à l'heure dans la présentation, mais il y a un dispositif effectivement qui est mobilisable pour aider à vérifier un projet professionnel, c'est la PMSMP, hein. Donc cette période effectivement de mise en situation au milieu professionnel qui permet d'aller se confronter à la réalité de l'exercice d'un métier et de mieux le comprendre, de le mieux appréhender avant de s'engager plus loin dans ce projet. Donc, ça permet effectivement donc, de tester le projet et de pouvoir le valider. Et dans ces cas-là, effectivement, de pouvoir définir après quel est le plan d'action pour pouvoir le mettre en œuvre. Donc, s'il y a un dispositif de financement nécessaire, on va aller vous accompagner sur identifier les financements possibles, comment on va pouvoir effectivement articuler l'ingénierie de financement et vous accompagner dans l'élaboration des différents dossiers qui peuvent vous être demandés pour débloquer les financements de formation. Et une fois que vous partez sur la formation, on a aussi la possibilité de revenir, de poursuivre l'accompagnement une fois que la validation du financement et de l'entrée en formation ont eu lieu, et bien aussi de vous aider et de vous accompagner ensuite dans la recherche d'emploi ou de poste qui va effectivement être nécessaire à l'issue de votre formation, surtout quand il y a un dispositif de reconversion. L'objectif, il n'est pas de retourner vers le métier qu'on occupe, mais bien le métier qu'on a ciblé par rapport à sa formation. Et c'est bien effectivement la possibilité pour le conseil en évolution professionnelle de vous aider dans ces démarches qui vont suivre votre formation. Donc, je l'ai dit, on accompagne dans le cadre du conseil en évolution professionnelle tout le travail du projet, de l'élaboration du projet, mais aussi tous les dispositifs de financement de formation sont connus par les conseillers en évolution professionnelle. Donc, en fonction de la situation, en fonction du projet, on peut effectivement vous aider à identifier quels sont les dispositifs de financement qui peuvent être mobilisés par rapport à votre projet. On l'a vu, il existe effectivement des financements qui sont plutôt liés à des projets d'évolution interne, donc portés effectivement soit par l'OPCO, soit directement par l'entreprise. Donc, on va avoir effectivement un dispositif qui accompagne la reconversion, la promotion par le biais de l'alternance, qu'on appelle la PROA. Mais ce sont des conditions et des critères bien spécifiques. Ça peut être aussi le plan de développement des compétences de l'entreprise, bien entendu, et la FEST étant une action de formation en situation de travail. Voilà, donc il y a des dispositifs qui sont là plutôt liés à l'entreprise. Donc, c'est quelque chose qui doit se négocier avec l'employeur. Et puis, pour les projets de reconversion plutôt externes, là, on va avoir des dispositifs de financement qui peuvent être différents. On a le projet de transition professionnelle qu'on appelle PTP, qui est l'ex-CIF, dont on parlait tout à l'heure, et qui est porté par une structure qui s'appelle Transition Pro. Vous trouverez effectivement des informations s'il y en a qui souhaitent aller voir en tapant Transition Pro. Vous retrouverez pour chaque région l'opérateur et les informations concernant effectivement ce dispositif de financement de formation. On a aussi un autre dispositif qui a été mis en place qui s'appelle Démission Reconversion, avec la possibilité pour les personnes qui conduisent un projet de reconversion ou un projet de création d'entreprise de pouvoir bénéficier du dispositif de démission, c'est-à-dire quitter son emploi en ouvrant des droits à Pôle emploi. Là, je mets une petite alerte, il est nécessaire de passer par le conseil en évolution professionnelle pour bénéficier de ce dispositif.
Donc, surtout, ne prenez pas d'initiative de démission avant d'avoir rencontré un conseiller en évolution professionnelle et de vérifier que vous êtes bien éligible à ce dispositif. Il y a aussi des transitions collectives qui existent, qui sont liées effectivement à la situation sanitaire qu'on a connue et certains secteurs qui ont pu être impactés effectivement par cette crise sanitaire. Donc, des dispositifs de financement spécifiques, là, je ne rentre pas dans le détail parce que ça ne concerne pas l'ensemble des salariés. Et puis, il y a effectivement tout ce qui est reconversion par l'alternance. Et puis, le compte CPF, bien sûr, hein, donc le mon compte formation, qui est là à votre main, pour pouvoir effectivement débloquer de l'argent pour financer de la formation. Donc, on est effectivement, en fonction de la situation des uns et des autres, sur des enveloppes qui peuvent être diverses et variées. Merci pour votre écoute. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je relaisse la parole. On a beaucoup de questions. Alors, on a une question de Pierre-Emmanuel qui dit « Bonjour, j'ai une expérience de responsable qualité HSE en industrie et je cherche aujourd'hui à transposer cela dans des EA, ESAT, voire EHPAD. Quels conseils pouvez-vous me donner ?» Alors, le conseil que je peux vous donner, en fonction de votre situation, si vous êtes toujours salarié à ce jour, c'est vraiment de prendre contact avec le conseil en évolution professionnelle pour justement pouvoir poser les choses par rapport à ce souhait, à ce projet, et de pouvoir mesurer effectivement les compétences acquises et les écarts qui peuvent exister par rapport aux attendus effectivement du métier ciblé. Et ça, c'est tout le travail qui peut être fait avec le conseiller en évolution professionnelle. Donc, première démarche, c'est prenez contact avec le conseiller en évolution professionnelle pour poser les choses et voir effectivement quelles sont les passerelles possibles en termes d'évolution vers ce secteur. On a une question aussi de Bertha. Bonjour, actuellement femme de ménage chez des particuliers et dans un cabinet dentaire. J'ai une proposition du dentiste pour devenir son assistante dentaire. Quelle formation exacte? Alors, il y a, si la personne est déjà effectivement salariée, il faut voir effectivement comment son employeur a le souhait de l'accompagner ou pas vers ses financements. Donc ça aussi, il est préférable de se rapprocher d'un conseiller en évolution professionnelle parce qu'il faut qu'on puisse poser les choses et il y a peut-être effectivement des choses à construire avec le futur employeur. Et une autre question. Bonjour, je suis salariée en reconversion suivie par un CEP. Je me dirige vers le poste d'IDE. Mis à part la région ou le pôle emploi pour le financement, mon CEP n'a pas d'idée. Comment faire pour trouver des infos? Alors, j'ai pas compris le métier. Alors, la personne est actuellement salariée ou pas? Ça dépend en fait. Salariée en reconversion suivie par un conseiller. D'accord. Il se dirige vers le poste d'IDE. Alors, je ne sais pas ce qui veut dire IDE, mais Ah, peut-être qu'il c'est les faudrait infirmières, je Ah, pense. Je pense que c'est et l'infirmière. elle cherche peut-être des informations qu'elle pourrait avoir en dehors de celle de la région, celle de Pôle emploi, pour le financement. Ouais, la difficulté effectivement du métier, enfin de la formation d'infirmier, c'est qu'on est sur un cursus de formation de 3 ans. La plupart des dispositifs vont au maximum sur 1 an ou 1200 heures. Donc, on peut essayer de compléter effectivement en faisant du cofinancement, mais il est très difficile de pouvoir effectivement envisager d'un seul coup un financement pour le titre, enfin le diplôme d'infirmier. Effectivement, voilà, il faut passer par étapes. On a d'autres questions. Est-ce possible d'enchaîner la formation AES puis aide-soignante pour avoir rapidement la double compétence? Si oui, quelle durée? Alors, il y a deux possibilités. Alors, il y a déjà soit la personne, en termes de financement, il faut déjà voir ce qui est encore possible ou pas. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement, effectivement, passer ces 2 cursus de formation dans la foulée. Après, il y a aussi l'expérience qui peut aider et permettre aussi de la validation. Il faut savoir que la validation des acquis de l'expérience,
il est demandé 1 an d'expérience pour pouvoir y prétendre. Donc, ça peut être aussi une piste à explorer et à construire. Donc ça, même chose, je pense qu'effectivement, un petit passage par le conseil en évolution professionnelle pour poser, voir la situation de plus près, me paraît une bonne démarche en priorité. Oui, globalement, on a beaucoup de questions sur les formations à suivre. Là, ça va sans doute être le mieux de contacter un conseiller qui pourra répondre à vos questions par rapport au type de formation qui vous conviendrait, je pense. C'est ça, tout à fait. L'intérêt effectivement de ce dispositif du conseil en évolution professionnelle, on est sur un service gratuit, donc vous n'engagez absolument pas de frais en sollicitant le conseil en évolution professionnelle, et c'est surtout l'occasion de pouvoir poser toutes les questions que vous avez, faire un point de situation et de pouvoir obtenir les informations dont vous avez besoin, et à l'issue de ce premier temps d'échange, de pouvoir voir effectivement en fonction des informations, si vous souhaitez ou pas poursuivre le dispositif. Il n'y a aucune obligation. Très bien. Alors, il reste des questions, mais c'est toujours par rapport à des formations. Donc voilà, bien contacter un conseiller en évolution et peut-être voir ce replay hein, pour répondre à vos questions. Ça va être la fin du webinaire. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Et, Merci à tous. Merci d'y avoir assisté. Et bonne continuation. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.